je vais passer la main à Maria-Anna Simonet, qui va vous parler d'épigénétique, qui va vous parler de nutrition, et qui va vous exposer pas mal de choses intéressantes dans le domaine de la santé durable. Voilà. Bon courage à tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Je suis donc Maria-Anna Simonet, j'ai un doctorat en biologie et j'ai suivi donc une formation en alimentation, santé et micronutrition sur Dijon, ce qui me permet d'exercer sur Grenoble en tant que nutritionniste. Je vais donc vous parler donc, de l'alimentation, de la nutrition et de son effet sur l'épigénétique et comment cela peut vous permettre de maintenir ou de retrouver votre santé. Tout d'abord, manger. Pourquoi mangeons-nous ? Nous mangeons certes pour survivre, pour satisfaire nos besoins nutritionnels, micronutritionnels et fonctionnels, mais également l'alimentation a un rôle de cohésion sociale. Nous mangeons aussi pour partager un moment ensemble, en famille, entre amis, pour nous faire plaisir. La nutrition est un concept qui a évolué. Il partait au départ donc, de la satisfaction de nos besoins énergétiques, puis nous avons cherché à équilibrer en fait, les nutriments. Avec la naissance de la micronutrition, nous avons cherché à satisfaire nos apports en micronutriments. Puis maintenant, avec la naissance de la nutrition optimale, nous regardons comment la nutrition peut intervenir dans la modulation fonctionnelle de toutes nos cellules. Est-ce qu'il existe un lien entre la cellule et l'environnement ? En effet, il a été observé un lien entre les deux. L'environnement nutritionnel va aider notre cellule donc à la programmation et la maintenance de notre code génétique et épigénétique. Épigénétique, je reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer en quoi cela consiste. Et la protection et la modulation des fonctions indispensables à la cellule. Avec par exemple le cycle de Krebs qui se passe dans nos mitochondries. Les mitochondries qui sont des organismes qui se trouvent à l'intérieur de nos propres cellules. Et le cycle de Krebs a pour but de fabriquer l'énergie qui va être utilisée par notre corps et par nos cellules. Il a été observé qu'un manque d'apport en fer et en magnésium, qui est un peu tronqué, qui sont des cofacteurs qui interviennent dans la réaction du cycle de Krebs, produit donc une baisse de production d'énergie et donc les personnes sont plus fatiguées et plus fragiles vis-à-vis des infections et des choses comme ça. Donc un petit rappel, c'est à partir de notre ADN que sont fabriquées les protéines. Donc dans nos cellules, nous retrouvons donc un noyau dans lequel sont situés donc, nos chromosomes qui expriment notre code génétique, qui est donc une succession de bases, qui est définie par une succession de bases, adénosine, tyrosine, guanine et cytosine. Cet ADN va donc être transcrit en ARN, qui va être ensuite traduit en protéines. Cela est permis grâce au fait que l'ADN est accessible aux enzymes spécifiques à un moment donné. Donc les ADN et ARN polymérases, puis les ribosomes, et d'autres aussi. Il faut donc pour cela que l'ADN soit accessible. C'est là que rentre en jeu en fait, l'épigénétique, qui peut être définie comme une modification de l'expression de l'ADN en protéines, sans modifier la structure génétique du chromosome. Donc on va faire cela par ajout de groupements méthyle ou acétyl, entre autres, sur les bases donc adénosine, tyrosine, guanine, cytosine, ou sur les histones qui les rendent donc, accessibles ou non aux différentes enzymes. Donc sur la figure ci-dessous, donc, on voit qu'il y a un chromosome qui est composé donc, de filaments de chromatine, qui lui-même va s'enrouler autour de protéines, d'un groupement de 4 protéines que l'on appelle les histones. L'ensemble chromatine plus histone forme le nucléosome et la méthylation ou l'acétylation donc, des histones va rendre l'ADN plus ou moins compact. Cela est illustré sur la figure ci-contre. Donc on voit qu'un ajout de groupement méthyle, je ne sais pas si on voit bien, tout en haut on voit une cellule donc avec un chromosome. Si on zoome au niveau de ce chromosome, on voit donc la chromatine en vert qui entoure donc, les groupements, les histones. Si on ajoute un groupement méthyle au niveau de ces histones, l'ADN va être compacté
et la transcription ne va pas être possible. Si par contre on ajoute des groupements acétyl, l'ADN va être décompacté et la transcription va être rendue accessible. Ces changements sont généralement réversibles, permettant d'adapter l'activité des gènes aux changements environnementaux et de signaux extérieurs. Il faut donc de nombreuses étapes de réplication et de transcription pour obtenir une protéine fonctionnelle. Il faut donc observer qu'un déséquilibre nutritionnel peut provoquer donc des altérations de ces étapes et peut amener à un état pathologique. Une alimentation donc optimale permet donc d'optimiser la régulation de ces étapes. Ceci est illustré donc par un exemple. Lors de la famine en Hollande pendant l'hiver 1944 à 1945, cette famine a eu lieu sur une courte durée, donc 6 mois. La population était relativement homogène, les rations alimentaires étaient connues et les restrictions caloriques étaient d'environ 1000 kilocalories par jour et par personne. Les femmes, à cette époque, ont continué à donner naissance à des enfants. Et donc, on est allé voir 60 ans plus tard quel était l'état de santé de ces enfants. Il a été observé donc, chez ces enfants, qui étaient maintenant des soixantenaires, un taux plus important de maladies chroniques, telles que le diabète, maladie cardiovasculaire, obésité, comparé à leurs frères et sœurs respectifs, donc issus de la même fratrie. Et il a été observé également que ces modifications affectaient leurs propres descendants, donc étaient transmises à leurs descendants. Un autre exemple, donc avec nos amis les abeilles. Donc, les larves ouvrières et les larves de reine ont le même patrimoine génétique. Cependant, la reine va pouvoir se reproduire, tandis que les larves ouvrières sont, elles, stériles. La différence provient de l'alimentation, qui va activer ou non certains gènes. La reine va, elle, recevoir de la gelée royale, qui va lui conférer donc sa capacité à se reproduire, tandis que la larve ouvrière va, elle, recevoir une alimentation plutôt basique, qui va la laisser stérile. Donc on voit là l'impact en fait de l'alimentation par rapport sur l'activation ou non de certains gènes par deux exemples relativement concrets. Cependant, bien manger suffit-il? Malheureusement non, car il faut également que ce soit bien digéré et bien absorbé. Pour cela, il faut avoir un microbiote intestinal, donc ce sont les bactéries qui colonisent notre intestin, qui soit en bonne santé, car elles permettent donc une bonne digestion des aliments et une capacité à absorber les nutriments. Donc il faudrait dans l'absolu avoir un microbiote en bonne santé pour permettre pour optimiser l'absorption des nutriments que l'on donne à notre corps. Il manque des diapos là. Je suis désolée, j'étais passée plus vite sur 2 diapos. J'ai pas vu. Alors, les domaines où on a pu observer, donc d'un point de vue scientifique, où il y a des publications on a observé que des modifications épigénétiques entraient en jeu. Donc, il y a entre autres l'obésité, le diabète, l'insulinorésistance, les maladies cardiovasculaires, la fertilité. Donc, on a observé donc, le rôle de l'alimentation maternelle au niveau fœtal, donc pour les futurs enfants qui vont grandir. Dans les cancers, les problèmes psychiques et bien d'autres domaines également, qui ne sont pas forcément tous connus à l'heure actuelle. Donc de nombreux ingrédients ont des effets sur l'épigénétique. On peut citer par exemple le brocoli et les crucifères en général qui contiennent, il faut le dire correctement, des isothiocyanates, pas facile, qui sont capables d'augmenter l'acétylation des histones. Et d'autre part, nous avons également le soja qui contient l'isoflavone, qui est la génistéine, qui est connu pour diminuer, quant à lui, la méthylation de certains gènes.
ou encore la curcumine que l'on retrouve donc dans le curcuma, qui est une épice, qui peut avoir de nombreux effets sur l'activation de certains gènes, car il inhibe la méthylation de l'ADN, mais module également l'acétylation des histones. Et d'autres, donc on voit en fait l'intérêt de manger varié pour avoir toutes ces molécules qui sont très très bonnes pour notre santé et qui sont des atouts importants. Donc je ne reviens pas forcément sur cette diapo. Quels sont les aliments à favoriser donc, pour être en bonne santé, pour avoir une activité cellulaire optimale, pour avoir donc que nos besoins soient bien pris en compte. Donc des fruits et des légumes colorés, bio, afin de pouvoir manger la peau, et de saison chaque jour. Des céréales complètes de qualité, il faut varier, pas manger que du blé. Il y a du quinoa, le sarrasin aussi, par exemple. Des légumineuses avec des lentilles, des haricots secs, des pois chiches et autre chose qui permettent d'apporter des fibres et des protéines végétales. Des noix, des amandes, des noisettes qui vont nous apporter aussi beaucoup d'oméga 3. Si vous voulez de la viande, privilégiez de la viande blanche. Les œufs de la filière oméga 3, comme ça vous prenez votre source d'oméga 3 directement. Des poissons sauvages. Privilégiez les huiles qui sont riches en oméga 3 ou en tout cas équilibrées en oméga 3, telles que les huiles de colza. Vous pouvez aussi prendre de l'huile d'olive qui est très riche en polyphénol, c'est très bon pour la santé, et les épices et herbes aromatiques telles que l'on a vu sur la diapo précédente, et de l'eau. Quels sont les aliments à limiter? Bien entendu les sucreries, les sucres rapides. On va aussi limiter les charcuteries, les viandes rouges avec maximum 500 g par semaine, le sel, trop forte consommation de sel, donc qui rentre en compte dans le fromage, la charcuterie, le pain, les plats tout préparés, et les huiles riches en oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, qui vont favoriser les inflammations. Donc on retrouve entre autres dans le tournesol, l'huile d'arachide, le soja ou le maïs entre autres. Et le durable dans tout ça, donc le durable pour moi, c'est faire les bons choix dans l'alimentation, que ce soit pour notre propre corps, mais également pour la planète, en favorisant des aliments qui sont sains pour nous et qui qui n'apportent pas beaucoup de pollution dans les sols. Et donc pour respecter la planète. Je vous remercie de votre attention. Merci.